Comme j'ai déjà expliqué dans de très nombreux cours, le monde et tout ce qu'il contient est structuré selon le modèle fondamental de l'union entre une enveloppe extérieure et une énergie intérieure. Chitzoniut, l'extériorité, pnimiut, intériorité. Selon le modèle du corps, après avoir créé le corps de Adam, le maître du monde a insufflé en lui une âme de vie. Et les deux réunis s'appellent l'homme vivant. Rien dans ce monde échappe à cette structure d'une intériorité à l'intérieur d'une extériorité. Le modèle fondamental de cette union entre l'intérieur et l'extérieur est aussi et bien évidemment le couple, qui selon les codes des maîtres d'Israël incarne à la perfection cette union, cette réunion de l'intériorité et de l'extériorité, la dimension féminine représentant, selon le cours d'aujourd'hui, car dans d'autres cours il y a des nuances que je devrais apporter, je dis bien selon le cours d'aujourd'hui uniquement. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que la Torah est tout sauf du dogme, c'est comme ça et pas autrement. Chaque notion peut et doit être nuancée et vue sous un autre angle aussi, et c'est seulement lorsque tu as vu tous les aspects que tu as véritablement la grande image et que tu es sorti du dogme. Donc dans le cadre restreint du cours d'aujourd'hui, ce que je dis malgré tout est juste. Nos maîtres expliquent que la femme représente la dimension extérieure et l'homme la dimension intérieure. Donnons deux exemples simples. Au moment de l'union, c'est l'homme qui fait rentrer quelque chose à l'intérieur de la femme. Et elle, après, va l'extérioriser, le faire sortir avec la naissance. Au niveau des images d'Épinal de « Il était une fois », la femme est à la maison parce qu'elle s'occupe de la maison et des enfants. L'homme sort et ramène de quoi faire vivre sa famille. Il ramène de l'énergie, mais cette énergie va être transformée par l'épouse en habits, en meubles, en nourriture. Lui a rapporté quelque chose qui contient, mais qui cache tout ce que ce quelque chose va devenir. Avec les 1000 euros, vont pouvoir apparaître et être vues quantité de choses qui étaient contenues, cachées à l'intérieur de l'argent que le mari a rapporté. À un niveau plus profond, nos maîtres expliquent que la dimension masculine est l'idée et la dimension féminine est la réalisation. L'idée est l'intériorité de l'action. Masculin, féminin. Ce schéma est vrai partout. Vous avez le savant et vous avez après les ingénieurs et les techniciens. Vous avez les dirigeants et vous avez après les hommes sur le terrain qui réalisent les projets et qui réalisent les ordres du dirigeant. Il y a toujours et partout ces deux dimensions. Et ces deux dimensions doivent s'unir, se respecter, et chacune doit comprendre qu'elle a besoin de l'autre. Le monde de l'idée a besoin du monde de l'action pour que l'idée ne reste pas une utopie et un fantasme. Et le monde de l'action a besoin de la conscience, de l'idée, pour que ces actions ne soient pas des actions uniquement animales, mais des actions humaines qui construisent et qui réparent le monde. L'union aussi à l'intérieur du peuple juif entre le monde de la Torah et les gouvernants, les dirigeants, où le monde de la Torah est censé donner l'inspiration spirituelle et morale, et les dirigeants, les réalisateurs, les constructeurs de la nation selon le modèle moral et spirituel. Encore une fois, les dimensions masculines et féminines. Le féminin est l'action réalisatrice, le masculin est la pensée idéale.
Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Exactement de la même manière, et ce que je dis, je ne l'ai encore jamais dit comme je le dis aujourd'hui, les structures nishmatiques des juifs adamiques et des non-juifs adamiques. La structure adamique non-juive est la féminité nishmatique, la structure adamique juive est la dimension masculine adamique, intériorité, extériorité. Ce qui veut dire que l'âme est composée de deux parties. L'extérieur de l'âme et l'intériorité de l'âme. Comme on le sait, l'âme à différents niveaux. Il y a le nefesh, il y a le rouar, il y a la neshama. Ne parlons pas des deux niveaux plus hauts encore. Parlons des trois premiers qui sont les plus importants dans la vie d'aujourd'hui. Nefesh, rouar, neshama. Le nefesh a une extériorité et une intériorité. Le rouar a une extériorité et une intériorité. La neshama a une extériorité et une intériorité. L'extériorité du nefesh, du rouar, d'un neshama, qui sont les dimensions féminines, vont être données aux adamiques non juifs. Et l'intériorité du nefesh, rouar, neshama vont être données aux adamiques juifs. Les uns masculins, les autres féminins. Quel est le but à atteindre? L'union. Comme il est dit dès l'apparition d'Adam et de Ève, l'homme se collera à son épouse et ils ne seront qu'une seule chair. Le but, la finalité, est que la féminité adamique non juive retrouve sa dimension adamique masculine juive et que les deux morceaux d'âme se réunissent et forment le couple sacré qui est le monde adamique, le monde de la délivrance finale. Ce qui veut dire que pour arriver à sa plénitude, la dimension nishmatique juive a besoin de trouver les réceptacles non juifs qui sont la dimension féminine et bien sûr les adamiques non juifs ont besoin de retrouver leur source, leur intériorité qui se trouve chez le peuple juif. Plus profondément et plus précisément encore, comment les adamiques non juifs se réattachent à Israël, comment les deux parties de l'âme, féminine et masculine, vont s'unir pour former le couple adamique. Lorsque les non-juifs adamiques trouvent un maître d'Israël qui devient leur source d'inspiration et leur connexion avec la Torah d'Israël, ce maître-là devient la dimension masculine par rapport à leurs âmes féminines et leur extériorité trouve l'intériorité qui leur manquait et ensemble, ils s'unissent et deviennent comme un couple spirituel où chacun finalement se complète parce que l'intériorité a besoin de la dimension féminine pour descendre dans le monde de l'action et le monde de l'action, la dimension féminine a besoin de l'inspiration que seule la dimension masculine peut donner qui est l'âme juive ou dans le contexte de mon cours, l'âme du maître juif. Et c'est comme ça que le monde se reconstruit. Exactement de la même manière, expliquent nos maîtres, que partout où il y a un homme sur terre, il y a forcément quelque part son âme sœur qui se trouve quelque part, et si il a le mérite, le maître du monde fera qu'ils se retrouvent et qu'ils s'unissent et qu'ils forment un véritable couple. Partout dans le monde où il y a un non-juif adamique, se trouve dans une autre partie du monde un juif adamique et ils sont l'un pour l'autre comme un homme et une femme. Je suis ton intériorité, tu es ma féminité. Je suis la source de ta conscience, tu es la force de l'action. Et c'est comme ça que le monde se construit et se reconstruira. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, si on pousse plus loin, de la même manière que l'on dit qu'un homme et une femme sont en vérité une seule et unique âme, avec deux dimensions masculines et féminines,
dans le monde de la délivrance, on comprendra que Israël, les 70 nations, ne sont en vérité qu'un seul et même peuple, avec deux dimensions, la dimension masculine Israël, la dimension féminine les 70 peuples. Mais c'est fondamentalement dans son essence une seule et unique humanité, unie et réunie. C'est le monde de la délivrance, c'est ce qu'enseignera le Mashiach, et c'est surtout ce qu'il réalisera avec l'appui, la force des nations elles-mêmes, qui seront plus encore que le peuple juif, qui seront la force du Mashiach. Car d'après ce que j'explique, et le Zohar le suggère dans différents endroits, ce sont précisément les adamiques non-juifs qui seront la force essentielle du Mashiach dans la réalisation de la délivrance. Exactement comme j'ai expliqué il y a 1 ou 2 ans, ou plutôt il y a plus de 200, dans un cours où on voyait clairement dans le Nar, dans la Bible, que les soldats les plus proches avec lesquels David menait toutes ses guerres, les soldats les plus proches étaient précisément des non-juifs. La garde, les gardes du corps de David étaient des non-juifs. Qu'est-ce que des non-juifs font chez David? Parce que justement, il était le premier à avoir révélé ce que je révèle aujourd'hui, que finalement, dans les structures de la délivrance finale, les deux dimensions se retrouvent et ne forment qu'une. Et c'est plus encore avec les non-juifs que David Ameller a construit son royaume qu'avec les juifs. Donc ce sont des notions d'une profondeur inimaginable. Chaque adamique non-juif comprend à quel point il a besoin de trouver sa source spirituelle à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur de la Torah d'Israël. Mais chaque juif et chaque enseignant juif, et ils sont tellement peu nombreux jusqu'à aujourd'hui encore, chaque enseignant juif doit comprendre que ce n'est pas seulement de l'aumône que l'on donne aux non-juifs lorsque l'on daigne leur enseigner quelques notions basiques de Torah. C'est fini tout ça. C'était pour le monde de l'exil, cette approche. Aujourd'hui, les maîtres d'Israël doivent comprendre que la délivrance dépend de la construction, de la reconstruction de la féminité adamique, qui lorsqu'elle sera construite et reconstruite, elle deviendra le fer de lance de la délivrance finale.